Aujourd'hui dans Parlons-en, la guerre en Ukraine, 48 heures après le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a rien donné. Les jours et les semaines défilent et on n'en finit plus de dire qu'ils sont cruciaux. Force est de constater qu'après plus de 3 ans de guerre, aucun horizon ne se dégage. Voire il se bouche, cet horizon, sous la menace américaine de tout laisser tomber. Les Européens sont-ils plus que jamais au pied du mur? Question posée ce matin à Nicolas Tencer et au général Jean-Marc Vigilant. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Nicolas Tencer. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, politologue enseignant à Sciences Po, auteur de La fin de la politique des grandes puissances, sorti aux éditions de l'Observatoire. Général Jean-Marc Vigilant, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre et président de Eurodéfense. C'est une affaire européenne et ça aurait dû rester une affaire européenne. Voilà ce qu'a dit Donald Trump après son coup de fil lundi avec Vladimir Poutine. Force est de constater que le président américain a peut-être dit le fond de sa pensée, menaçant à nouveau de se désengager de la résolution du conflit en faveur, pourquoi pas, du Vatican, avec des Européens qui semblent à nouveau au pied du mur. D'abord les enjeux en images et les réactions avec Sophie Samaï. La feuille de route tant attendue arrivera-t-elle bientôt? C'est en tout cas ce que pense le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce que nous attendons maintenant, sur la base de la conversation téléphonique du président mardi et de mes conversations du week-end avec M. Lavrov, c'est qu'à un moment donné, assez rapidement, peut-être dans quelques jours, peut-être cette semaine, la partie russe présentera les conditions qu'elle souhaiterait voir, des conditions générales qui nous permettraient d'avancer vers un cessez-le-feu. Malgré l'absence de cessez-le-feu, le chef de la diplomatie américaine reste confiant et assure que les États-Unis n'ont fait aucune concession à Moscou. Un optimisme que ne partage pas Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien ne croit pas à un tel calendrier et accuse Moscou de faire volontairement durer l'attente. C'est Moscou qui fait durer la guerre. C'est pourquoi le pétrole russe, sa flotte de pétroliers, toute son infrastructure énergétique qui finance la guerre, toutes ses banques, tous ses montages financiers, son industrie militaire, tous ces éléments devraient être visés par des sanctions. En l'état actuel, les approches de l'Ukraine et de la Russie s'opposent. Moscou souhaite que les négociations se fassent simultanément au combat. Kiev demande-t-elle un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours pour permettre des discussions de paix? Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé à une diplomatie honnête à l'issue d'un appel avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, alors que la possibilité d'organiser le prochain cycle de pourparlers au Vatican semble bien se confirmer. Voilà, le concept de diplomatie honnête, on y reviendra peut-être. Nicolas Tencer, on ne peut pas dire que l'administration américaine et Donald Trump n'y passent pas du temps à cette résolution du conflit ukrainien. Ces coups de fil de Trump avec Poutine, avec les Européens, avec Zelensky, mais pour quel résultat ? Pour aucun résultat, et on a l'impression d'une sorte de surplace, et on sait que les fondamentaux de la politique américaine restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté de la part de Trump finalement de menacer Vladimir Poutine, il y a une forme de collusion idéologique entre les deux, il n'y a aucun intérêt pour l'Ukraine profond, aucun souci pour le respect du droit international, aucun reproche adressé au maître du Kremlin pour ses crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression qu'il a perpétré. Et en fait, on a presque l'impression, quand on entend Marco Rubio dire finalement c'est l'affaire des Européens, on a envie de dire aux États-Unis, écoutez, maintenant, ne vous en occupez plus, parce qu'en fait, ils perturbent d'une certaine manière tout ce qui est en train de se passer. Ils obligent les Européens à se ranger ou à se mouler dans leur discours qui n'a strictement aucun sens. Les Européens sont en réaction d'ailleurs plutôt dans le bon sens, il faut le dire, mais je trouve que c'est un facteur de perturbation extrêmement gênant dans ce cadre-là. Des Européens, Jean-Marc Vigilant, au pied du mur à leur corps défendant, mais finalement ils ont peut-être là leur carte à jouer ? Absolument. Moi, dans toutes les situations où il y a des risques, je vois toujours des opportunités. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est un électrochoc pour les Européens. Et finalement, ça va les aider à sortir de l'enfance
pour passer à l'âge adulte stratégique. Et ils vont être obligés de faire tout ce qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans, c'est-à-dire devenir responsables, renouer avec une politique de puissance, et puis assumer leurs responsabilités pour défendre leurs intérêts, leurs valeurs, leur territoire. Effectivement, aujourd'hui, la politique américaine, elle est très surprenante. On voyait venir la divergence entre les intérêts stratégiques des Américains et des Européens. Et ça, les Français l'ont toujours dit à leurs alliés européens en disant « nous devons faire davantage par nous-mêmes ». Et elle ne date pas de Trump. Exactement, exactement. Cette divergence est matérialisée concrètement, je dirais, sous Obama, lorsqu'il a décrété son pivot vers l'Asie, et marquant que simplement l'Europe n'était plus la priorité des États-Unis. Trump nous l'exprime de façon beaucoup plus brutale, mais la nouveauté, c'est cette collusion avec l'idéologie de Poutine. Et clairement, Trump n'a pas du tout une approche stratégique, et il a une approche purement transactionnelle. Il préfère, sa priorité, c'est de faire du commerce, y compris avec la Russie, et pour ça, il est prêt à accepter tout ce que veut Vladimir Poutine et de le faire au détriment des Européens. Donc les Européens doivent prendre acte et puis se mettre en condition de défendre leurs intérêts par eux-mêmes. Si on devait, Nicolas Tencer, qualifier la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le premier semble quand même estimer le second. Ils sont quoi? Ils sont faits du même bois? Oui, alors je reprends, je l'ai évoqué aussi, Jean-Marc Vigilon l'a répété, le terme de collusion, au-delà d'une probable collusion financière, qui a été quand même assez fortement démontrée par un certain nombre d'ouvrages, de documents, de documentaires, il y a cette collusion idéologique, c'est-à-dire que les deux ont un mépris absolu pour le droit international, les deux ne considèrent que les rapports de force, et là où il y a une vraie divergence, c'est que vous en avez un qui sait parfaitement manipuler l'autre, c'est Vladimir Poutine, qui est un ancien du KGB, puis du FSB. C'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, il avait tenté de le faire aussi avec un certain nombre de dirigeants européens, avec d'ailleurs au début un certain succès, il faut le reconnaître, malheureusement, mais enfin après, je pense que les dirigeants européens concernés l'ont quand même très bien compris. Avec Trump, finalement, il obtient absolument tout de lui. Trump n'est pas du tout préparé à cela. Et donc, encore une fois, vous avez cet intérêt commun, cet intérêt commun très profond. Alors, il y a peut-être effectivement toute une histoire derrière. Il y a une première histoire, c'est que cela percute ce que Jean-Marc Vigilon a très bien résumé, c'est-à-dire effectivement une longue tendance au retrait des États-Unis. Rappelez-vous, George W. Bush 2008, absence d'action lorsque les Russes s'emparent de 20% de la Géorgie. Les lignes rouges définies mais jamais appliquées d'Obama en Syrie lors des attaques chimiques de la Ghouta. Absence d'intervention des États-Unis en 2014 lorsque les troupes russes envahissent le Donbass et s'emparent de la Crimée. Retrait des troupes d'Afghanistan sans d'ailleurs consultation des alliés de la part de Joe Biden en 2021. Et toujours intervention limitée entre les deux des Américains dans la période 2022-2025. Mais là, on a quelque chose de différent, disons qui accélère le mouvement, qui est la tendance des États-Unis de Trump d'aller en fait prendre les Européens dans une alliance à revers. On en vient à s'étonner, cela étant dit et documenté, comme le rappelait Nicolas Tencer, général Jean-Marc Vigilon, que les Européens, à leur tour, s'étonnent de ce que Trump ne veuille pas, comme ils l'ont décidé hier, alourdir les sanctions contre la Russie. On sent quand même qu'il pêche encore, malgré la répétition des événements, qu'il pêche encore un peu par naïveté. Alors, je dirais que les Européens sont, pour une grande partie d'entre eux, encore dans le déni. Parce que le choc que nous subissons aujourd'hui, les Français, nous l'avons subi en 1956. Lors de la crise de Suez, eh bien, nous avons fait une opération militaire pour reprendre le contrôle du canal. Et la France et le Royaume-Uni ont été menacés par les deux puissances nucléaires de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays en ont tiré deux conséquences différentes. Les Français ont dit, par la voix du général de Gaulle, plus jamais nous serons menacés par une puissance nucléaire, donc nous allons devenir nous-mêmes une puissance nucléaire pour assurer notre indépendance. Et puis les Britanniques ont pris notre option, ils ont dit plus jamais nous serons surpris par les États-Unis et donc nous allons nous rapprocher le plus possible d'eux. Donc finalement, nous les Français, dans cette période que nous vivons, nous sommes les mieux à même de comprendre ce qui arrive et d'y répondre. Et nous, on n'est pas dans le déni, nous les Français. Je pense qu'on est moins dans le déni. En tout cas, on a été, si vous voulez, on avait une certaine sympathie pour le peuple russe, pour l'histoire russe, mais on est quand même un peu plus réveillés que nos alliés, qui eux font face à une... Il faut imaginer des gens qui sont au bord d'un précipice et ils ont le vertige, parce que quelle alternative à la garantie de sécurité américaine dans laquelle ils ont investi depuis si longtemps? Nous, les Français, nous avons
une alternative. Alors, elle n'est pas parfaite. Enfin, nous sommes une puissance dotée, nous sommes une puissance nucléaire, nous avons une armée d'emploi, nous avons quand même des vrais atouts. Faiblesse économique certes, mais nous avons quand même des atouts stratégiques et une réflexion stratégique qui fait un peu encore défaut à nos alliés. Donc, cette naïveté, c'est un mélange de déni, d'espoir, et pour autant, il y a un réveil. Il y a un réveil clair, mais mon inquiétude, c'est que si par hasard, il y avait un geste d'apaisement de la part de l'administration américaine, par exemple à l'occasion du sommet, où il redéclarait son amour pour l'Europe, je ne suis pas certain que... Du sommet de l'OTAN ? Du sommet de l'OTAN, voilà, pardon. Qui sera fin juin ? Je ne suis pas certain que quelques pays européens ne se précipitent pas à nouveau dans les bras des Américains, comme ils l'ont fait d'ailleurs après Trump 1, quand Biden a été élu. Nicolas, là-dessus ? Alors, je pense qu'il y a... alors, du côté français, je pense que nous avons vu juste, effectivement, depuis assez longtemps, et lorsque Emmanuel Macron a repris le concept, c'est pas lui qui l'a inventé, d'autonomie stratégique dès 2017, il avait totalement raison, sauf que son discours n'était pas audible à cette époque, tout simplement parce qu'il était encore dans l'illusion d'une sorte de rabibochage, si j'ose dire, avec la Russie. Il y avait ce projet d'architecture de sécurité et de confiance. Le terme figurait dans le discours officiel, ce qui était complètement aberrant. Vous avez eu cette position quand même extrêmement entre deux, aussi vis-à-vis de la Chine, avec l'approbation, vous savez, de l'accord d'investissement, le CAI, Comprehensive Agreement on Investment, avec Merkel, et puis qui s'est fait complètement descendre, si j'ose dire, à l'époque par le Parlement européen. Et donc après, il y a eu cette phase de compréhension de la France. Donc je pense que là, on est quand même aujourd'hui mieux armés. Du côté de nos alliés, c'est assez paradoxal. C'est que vous avez eu une lucidité plus grande, notamment pour les pays d'Europe centrale et orientale, vis-à-vis de la menace russe. Moi, je me retrouvais depuis 20 ans totalement aligné avec eux, alors que j'avais beaucoup de problèmes de convaincre les autorités et le gouvernement français de cette menace russe dont je parle depuis 20 ans. Mais en revanche, effectivement, cette espèce d'angélisme vis-à-vis de la puissance américaine qui était complètement invraisemblable. Le seul, à mon avis, aujourd'hui, qui a vraiment compris jusqu'au bout les conséquences, je vais vous dire, c'est Friedrich Merz. Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui lui, tout de suite, même d'ailleurs le jour où il a été élu, même quelques jours avant, il a dit clairement, écoutez, l'OTAN, il faudra peut-être d'une certaine manière s'en affranchir, il va falloir renforcer la défense européenne, le parapluie européen, américain et les garanties américaines, on ne sait plus ce que ça vaut. Voilà. Ce qui est dans la bouche d'un chancelier allemand. Et je pense que c'est, vous savez, le Zeitenwende, c'est-à-dire le changement d'époque de parlait Olaf Scholz, c'est finalement Friedrich Merz qui l'a, d'une certaine manière, réalisé. Mais c'est lui qui est allé aujourd'hui le plus loin. Le vrai sujet aujourd'hui, et je termine juste très rapidement là-dessus, c'est qu'il faut, à mon avis, que nous, Européens, arrêtions de nous mouler dans le discours américain, et notamment avec la Russie, dans celui d'un prétendu accord de paix. Je pense que penser aujourd'hui qu'il pourrait y avoir un accord de paix, de véritable paix, juste et durable, comme le disent les diplomates, avec Moscou, c'est une illusion totale. Et donc je pense que c'est ça, cette rupture-là, rupture avec effectivement le discours américain, rupture pour les Britanniques de la relation spéciale dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, je crois que c'est... Mais s'il n'y a pas d'accord de paix, qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, allez-y. Disons qu'un accord de paix, ça se construit. Et aujourd'hui, ce que proposent les Russes, c'est une capitulation simple et définitive de l'Ukraine. Leur accord de paix qu'ils mettent sur la table, avec l'appui, enfin en tout cas l'appui des Américains, c'est la renonciation au territoire, c'est de limiter l'armée ukrainienne pour qu'elle ne puisse plus se défendre. Enfin, c'est pas un accord de paix. Sachant que, pardon, je vous interromps, mais sur le fond, on n'a pas avancé d'un iota. Vladimir Poutine, après la discussion avec le président Trump, a parlé des racines de la crise auxquelles il faudrait s'attaquer. Ouais. À aucun moment dans cette discussion et dans son positionnement, y compris dans celui véhiculé par Donald Trump, il n'est dans la position de l'agresseur. À aucun moment. Non, alors, bien sûr, il n'est pas dans la position de l'agresseur, puisqu'il a tout son narratif qui explique qu'en fait, cette opération spéciale avait juste vocation à décapiter un État nazi. Enfin, bref, vous connaissez l'histoire. Mais surtout, Vladimir Poutine, il a le temps pour lui. Il a le temps quand les Occidentaux ont la montre. Et en particulier Trump, qui s'est mis lui-même des contraintes insurmontables en promettant résoudre le problème en 24 heures, puis en 100 jours. Donc en fait, Vladimir Poutine, il poursuit son objectif stratégique, qui est la désintégration de l'Ukraine comme État indépendant, voilà, et il nous balade en quelque sorte. Il joue avec les Américains et il fait ça très bien. Et nous, les Européens, nous avons raison de soutenir l'Ukraine pour au moins
aller vers une trêve, quelque chose qui soit concret, mesurable, et qui permettrait de débuter des vraies négociations. Sauf que pour l'instant, Donald Trump ne fait absolument pas cas de cette volonté ukrainienne d'un cessez-le-feu. Et est-ce que nous, Européens, on peut tordre le bras d'un président russe devant lequel se couche visiblement le président américain? Alors d'abord, effectivement, nous avons les moyens de le faire. Je dirais, arrêtons de nous flageller. Comme si l'Europe, c'était une petite chose. Quels sont-ils, ces moyens? Voilà, je veux dire, il ne faut pas oublier, l'Europe, c'est quand même, rappelons la base, hein, l'Europe, c'est 10 fois le PIB de la Russie. 10 fois. C'est aujourd'hui, en termes de puissance militaire, 2 fois la puissance de l'armée russe. Enfin là, on en est au 17e train de sanctions contre la Russie. Oui. On n'a pas réussi à arrêter Vladimir Poutine. Le problème que nous ne soyons pas suffisamment sérieux, je le pense aussi. Moi, je trouve qu'arriver au 17e, et on en annonce un 18e, puisqu'on annonce des sanctions supplémentaires, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ces sanctions? Alors, je ne dis pas en 2022, c'était tout de suite, c'était vraiment très difficile de prendre tout de suite, mais au moins fin 2023 et 2024. Je pense qu'on pouvait tout de suite aller quand même beaucoup plus loin. Deuxièmement, la réalité, c'est que les sanctions, elles marchent, elles fonctionnent, elles agissent, mais elles restent insuffisantes. Ce ne sont pas uniquement les sanctions qui vont faire plier la Russie. Elles y contribuent, mais si on n'a pas, je dirais, d'augmentation massive, de nos armes fournies à l'Ukraine, et des armes décisives, que deuxièmement, nous n'avons pas la volonté de donner plus de moyens. On en donne un peu, hein. On n'est pas à zéro non plus, on a fait des progrès au cours des derniers mois considérables. Mais de financement de l'industrie ukrainienne de défense, qui est d'une qualité exceptionnelle. Hein. Moi, je pense que l'armée ukrainienne, non seulement, je veux dire, c'est 800 000 hommes, c'est l'armée la plus puissante d'Europe, la plus entraînée au combat, la seule d'ailleurs entraînée vraiment au combat ou à la guerre de haute intensité. C'est aussi une armée qui demain va compter dans la défense de l'Europe. Et qui aujourd'hui se muscle. Presque la moitié des armes utilisées par l'Ukraine pour se défendre sont des armes ukrainiennes. L'Ukraine a produit 1,5 million de drones l'année dernière. Elle va en produire 3 millions cette année. Elle se lance, et le président Zelensky l'a annoncé, dans la fabrication de missiles, y compris de missiles à longue portée. Je veux dire, on a une armée considérable. Et sur le terrain, je l'ai encore vu, j'étais il y a une dizaine de jours en Ukraine. Je veux dire, le front tient. Les situations étaient atroces, abominablement difficiles, dans les conditions de combat épouvantables. Les témoignages que j'ai reçus sont juste glaçants. Mais elle tient. Elle tient et elle peut tenir. Donc je veux dire, l'Europe aujourd'hui, même si les États-Unis venaient à complètement larguer l'Ukraine, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui quand même, malgré tout, on continue à donner du renseignement, etc., l'Europe peut les remplacer. Il y aura, vous me corrigez si je me trompe, d'ici cet été, la fin des livraisons adoptées sous l'ère Biden, d'où l'inquiétude des Ukrainiens et des Européens a fortiori. Militairement, là, on voit bien que ces dernières semaines, alors que bon, on se parle bon an, mal an, même si on l'a vu, pour l'instant, ça n'arrive à rien, mais on sent que la Russie la grappille des bouts de terrain en espérant que ça sera acté quand le front sera gelé, si un jour il est gelé. Et au fond, il y a toujours cette éléphant dans la pièce avec cette question des territoires occupés. Je sais que Nicolas, c'est une question qui vous est chère, mais à l'heure où l'on se parle, est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour que l'Ukraine récupère un moment ces territoires de l'Est occupés? Je pense qu'il faut être réaliste et puis procéder par étapes. Donc la première des choses, c'est d'arrêter la guerre, c'est d'arrêter le fait qu'un millier de combattants meurent chaque jour. Ça, c'est intolérable, hein, et donc de tout faire pour arriver à cette trêve. Et puis ensuite, dans la négociation, eh bien, on ne va pas pouvoir obtenir de reconquérir immédiatement les territoires au profit de l'Ukraine. Donc la première étape sera peut-être d'avoir un front gelé, pour que les armes se taisent, que les Ukrainiens puissent reconstituer leurs forces. Et puis ensuite, moi, il me semble, hein, même à moyen terme, la reconquête militaire du territoire perdu ne me semble pas crédible. En revanche, si on arrivait à une situation de paix, les Européens auraient comme responsabilité d'aider les Ukrainiens à se relever, hein, parce qu'après la guerre, il faut bien sûr enclencher une phase de stabilisation, et on devrait y penser dès maintenant. Stabilisation, hein, avec ces 3 piliers qui sont la sécurité, la gouvernance et puis le redémarrage économique, pour reconstruire une Ukraine qui, en se rapprochant de l'Europe, se développerait, et ce serait le meilleur... elle aurait un pouvoir d'attraction tellement fort que
les territoires restés sous le contrôle russe, mais tomberaient d'eux-mêmes. Parce que, comme c'est arrivé, si vous voulez, quand les anciennes républiques soviétiques de l'Est de l'Europe ont rejoint le bloc occidental. C'est bien parce qu'elles ont vu leur intérêt économique et en termes de développement, d'être dans le bloc occidental plutôt que de rester sous influence russe. Alors c'est pour ça que je parle de moyen-long terme. À court terme, il faut effectivement soutenir l'armée ukrainienne. Alors l'armée ukrainienne, c'est la première armée en Europe, première armée de terre. Parce qu'on a très souvent une approche très... on compte le nombre de soldats, mais aujourd'hui, la guerre, elle se fait dans plusieurs domaines. Avant, c'était dans le domaine terrestre, aérien et maritime. Mais aujourd'hui, vous devez rajouter l'espace exo-atmosphérique, le cyberespace, le champ informationnel. Et nous ne sommes pas démunis. Nous avons des capacités dans tous ces domaines-là. Bien évidemment, les Américains fournissent ce qu'on appelle des capacités stratégiques importantes. On parlait de renseignement, mais aussi des armes qui permettent de frapper dans la profondeur. Mais tout ça, les Européens sont capables de développer ces systèmes-là. Il faut un investissement financier notable, et on en prend le chemin, et il faudra un peu de temps. C'est sûr qu'on ne peut pas instantanément remplacer ce que les Américains fournissent. Mais par contre, dès maintenant, on se met au travail pour pouvoir faire une sorte de biseau et compenser petit à petit un désengagement prévisible des Américains. Je sais, Nicolas Tencer, que vous êtes de ceux qui disent qu'une paix juste et durable n'est pas envisageable sans que l'Ukraine récupère ces territoires qui sont les siens de l'Est du pays. Le scénario optimiste, là, les mois passants, est plutôt, comme le disait le général à l'instant, celui d'une situation ambivalente où le front se gèlerait avec le contrôle russe. Mais quel symbole ce serait pour un Vladimir Poutine qui y verrait d'une certaine façon la satisfaction et la réalisation de son projet. Alors, sauf que ça paraît effectivement assez réaliste. Pour moi, la difficulté et le nœud est vraiment celui que vous dites. Alors, je pense premièrement, si il s'agit de dire on va récupérer les territoires dans les 3 mois, enfin quand je dis on, c'est les Ukrainiens et les Européens, non, dans les 3 mois, ce n'est pas possible. Bien sûr, ça on le sait, les Ukrainiens le disent, le président Zelensky le dit, etc. En revanche, effectivement, si à terme nous n'y parvenons pas, je pense que ce sera une victoire pour Poutine. D'abord, ce sera une victoire parce que ça voudra dire que la force paye, puisque ça voudrait dire qu'il a usé de la force, il a gagné des territoires et il les garde. Deuxièmement, je rappelle toujours que dans tous ces territoires, vous avez tous les jours des viols de masse, des déportations d'enfants, des exécutions sommaires, des chambres de torture, les fosses communes. Tout ça dans un huis clos complètement interdit aux observateurs. Et ça, je dirais, ça veut dire qu'on donne, quand on lui dit vous gardez ces territoires, bon, on s'en satisfait, c'est pas génial, mais on lui donne quand même ce pouvoir de tuer et de torturer. Je rappellerai quand même que dans ces territoires, vous avez peut-être lu l'interview d'Alexandra Matvichuk dans le Figaro il y a juste un jour, donc la prix Nobel de la paix ukrainienne, et elle rappelait que dans ces territoires, sous le joug des Russes, vous avez 1,6 million d'enfants. 1,6 million d'enfants. Ces enfants aujourd'hui, ils sont mis complètement, évidemment, assujettis à la propagande russe, militarisés, et demain, et on commence déjà à le faire pour les plus âgés d'entre eux, enrégimentés dans l'armée russe. Et vous voyez 1,6 million d'enfants ukrainiens qui perdent leur identité et qui sont mis dans l'armée russe. Et qui n'ont plus le droit de parler leur langue, notamment. Dans ces territoires-là, évidemment, la Russie va reconstituer particulièrement ses forces aux frontières. Et donc, je trouve que là, c'est quand même un risque majeur, parce que même si on dit on va mettre des garanties de sécurité sur l'Ukraine avec ou pas des déploiements de troupes, enfin, il y a plein de schémas possibles, on ne va pas y revenir dans le détail, je me dis que c'est une sorte d'épée de Damoclès extraordinairement dangereuse. Un scénario, comme l'évoquait le général à l'instant, où au bout d'un moment, ces régions ukrainiennes se rebelleraient d'une certaine façon contre l'envahisseur, vous y croyez sur le long terme ? Moi, je pense que sur le plan politique, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que je pense que les habitants de ces régions vont bien voir la réalité. En revanche, si elles demeurent sous le joug de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, qui est un État totalitaire et policier, ça va être extrêmement difficile pour elles de se révolter et de rejoindre le reste de l'Ukraine. On va revenir sur l'OTAN et l'avenir de l'OTAN dans un instant, mais sur la question ukrainienne. Donc on a entendu les menaces de Donald Trump, mais c'est pas la première fois qu'il l'a dit en début de semaine. Bon, c'est une histoire européenne. Moi, je commence à en avoir un peu marre parce que ça ne marche pas. Vous avez qu'à utiliser le Vatican comme médiateur. Est-ce que vous croyez vraiment que les États-Unis de Trump
Trump peuvent se retirer de la médiation entre, si on peut appeler ça une médiation, entre Russes et Ukrainiens? En fait, les États-Unis, alors effectivement, c'est pas une médiation, parce qu'une médiation, on est impartial, mais les États-Unis peuvent tout faire. Enfin, oui, et en fait, nous devons nous préparer à toutes les possibilités. Et ne pas espérer simplement. L'espoir n'est pas une méthode de planification, comme vous savez. Donc, et encore une fois, ce que nous percevons mal en Europe, c'est que le président Trump, il a été élu par les Américains pour des priorités de politique intérieure. Diminuer l'inflation, restaurer l'économie, traiter le problème de l'immigration, et puis de l'immigration clandestine, et puis restaurer un peu le respect qui est dû aux États-Unis après les échecs successifs militaires dont on parlait. Le problème ukrainien n'est pas le problème des Américains, n'est pas le problème du citoyen américain. Alors, ils peuvent avoir une certaine compassion. J'ai vécu quelques années aux États-Unis. Bien sûr qu'ils aiment les Européens, ils sont désolés de ce qui se passe. La majorité des citoyens américains sont attachés au respect du droit international, etc. Mais ça ne va pas les mettre dans la rue. Voilà, c'est pas leur priorité. D'ailleurs, le président américain en a marre visiblement de dépenser de l'argent et du temps pour l'Ukraine. En revanche, là, il a annoncé ces dernières heures une dépense pharaonique, 175 milliards de dollars pour construire à grand renfort de panneaux en carton présentés à la Maison-Blanche, ce qu'il appelle son dôme d'or, le Golden Dome. On va voir de quoi il parle en images et on en reparle juste après. C'était une promesse de campagne de Donald Trump et même du mandat de Ronald Reagan. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être ici dans le bureau ovale, l'un des endroits les plus importants au monde, pour entendre cette annonce historique au sujet du bouclier antimissile, le Dôme d'or. Ronald Reagan voulait un système comme celui-ci il y a des années, mais il n'avait pas la technologie. Le président américain donne son feu vert au projet dit Golden Dome ou Dôme d'or en français. L'idée est de protéger le territoire des États-Unis de tout type d'attaques de missiles et de drones, en les interceptant en vol depuis l'espace grâce à un réseau de satellites ou depuis le sol grâce à des batteries de missiles antimissiles. À la tête du projet, le chef des forces spatiales américaines, le général Gatlin. Nos adversaires ont rapidement modernisé leur capacité nucléaire avec des missiles balistiques capables de transporter plusieurs têtes et des missiles hypersoniques capables d'attaquer les États-Unis en moins d'une heure à près de 10 000 km/h. Le dernier rapport de l'armée américaine sur le sujet, qui date de 2022, fait état de menaces balistiques venant principalement de Chine, de Russie, de Corée du Nord et d'Iran. L'expression « dôme d'or » fait évidemment référence au dôme de fer israélien, en service depuis 2011. Donald Trump affirme que le dôme d'or sera en service d'ici la fin de son mandat, pour un coût d'environ 175 milliards de dollars. Voilà, d'ici la fin de son mandat, on verra ça. Mais le message envoyé, Nicolas Tencer, par Donald Trump avec ce projet pharaonique, près de 200 milliards de dollars, alors que l'Europe connaît la guerre à ses portes, c'est quoi ? C'est moi d'abord. Il y a le côté, évidemment, Trump est toujours attiré par l'or. Tout ce qui brille, on voit d'ailleurs, ses constructions. Dôme de fer, ça n'aurait pas été. Et dôme de fer, c'était un peu petit, voilà. Deuxièmement, je parle sous le contrôle du général vigilant. Je dirais avoir un dôme qui protège l'ensemble des États-Unis, en plus d'ici la fin du mandat de Donald Trump, ça paraît sur le plan purement technologique, absolument impossible. Je pense qu'il y a quelque chose de symbolique. Alors, c'est un peu un remake malgré tout de la guerre des étoiles, vous avez de l'époque de Ronald Reagan. D'ailleurs, il en parle de Reagan. Voilà, et donc ça c'est quand même un élément, mais là c'est symbolique. Et par rapport, encore une fois, à la réalité, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace de missiles nucléaires balistiques, bien sûr qu'elles existent, c'est une réalité profonde, etc. Mais par rapport à la menace aujourd'hui d'une destruction de l'Europe à l'aide de moyens conventionnels par la Russie, on est quand même très loin de l'autre réalité. Et que on sait bien que Trump, finalement, il apparaît très grand dans l'histoire s'il parvenait véritablement à vaincre la Russie. Et ce n'est pas avec ce type de projet, d'abord, qui vaincra la Russie concrètement, qu'il éradiquera véritablement la menace chinoise non plus, ou la menace nord-coréenne ou iranienne. Donc on est sur les apparences, effectivement, le goût pour ceux qui rutilent et brillent. Général. Moi, je pense que vaincre la Russie, c'est pas du tout une priorité de Trump. Sa priorité, c'est effectivement de défendre les États-Unis. Le dôme d'or tel qu'il l'exprime, c'est effectivement il reproduit l'initiative de défense stratégique de Reagan, qui en fait avait entraîné une course à la technologie qui a épuisé l'URSS.
Et donc, peut-être qu'il est dans ce schéma-là. Mais il est vrai que ça va provoquer un déséquilibre dans la dissuasion nucléaire, parce que la dissuasion, c'était une dissuasion mutuelle. Mais cette dissuasion mutuelle, elle fonctionnait entre États, entre guillemets, rationnels. Avec cette perspective de destruction mutuelle assurée. Le premier qui tire n'avait aucune chance de gagner la guerre parce que le second avait une capacité de tir en second, de réponse. Pour autant, les Américains prennent aujourd'hui en compte une nouvelle menace qui est celle de pays, on les appelle les États voyous, je pense à la Corée du Nord, enfin de pays qui ne rentreraient pas forcément dans cette logique de dissuasion mutuelle. Et puis ils prennent également en compte le fait qu'il y a de la prolifération et que des groupes terroristes pourraient acquérir des capacités ou balistiques ou nucléaires. Donc ils essaient d'augmenter le seuil de protection de leur pays face à une attaque qui viendrait de n'importe où. Mais le projet me semble quand même très très ambitieux. Alors certes, ils ont une avance technologique et ça va être aussi un moteur. Cette annonce, si ça aboutit ou pas dans les 4 ans, en tout cas, ça va être un énorme moteur pour faire travailler l'industrie américaine et pour la forcer à développer des nouvelles technologies. Donc l'argent va irriguer tout l'écosystème militaro-industriel américain dans la compétition avec la Chine. Clairement. Donc, le message envoyé, il est d'abord à la Chine. Mais il est à la Chine, mais il est aussi à la Corée du Nord, il est aussi à l'Iran. Parce qu'on ne se rend pas tellement compte, mais la Corée du Nord peut tirer des missiles en passant par le pôle, qui peuvent atteindre les Européens, qui peuvent aussi atteindre les Américains. Donc ils ne sont pas si éloignés que ça, en fait. Donc voilà, entre prolifération et évolution et un plus grand accès à toutes ces technologies, à tout un tas d'acteurs, eh bien, le principe que nous avions jusqu'à maintenant de dissuasion par destruction mutuelle assurée n'est plus suffisant, en tout cas du point de vue des Américains. Pour revenir à nos moutons, Nicolas Tencer, vous le disiez, vous rentrez d'Ukraine, je crois que vous y étiez il y a quelques jours à peine, avant d'évoquer l'OTAN et ce sommet qui sera très important à la fin du mois de juin à La Haye. Qu'avez-vous vu en Ukraine? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et comment avez-vous senti la société ukrainienne après 3 ans et un peu plus de guerre? J'allais dire, d'abord, évidemment, la continuation d'un traumatisme extraordinairement profond sur la société ukrainienne, sur les enfants, sur les familles, sur les soldats qui reviennent du front. J'allais dire, d'une certaine manière, ce n'est pas nouveau. Vous avez quand même plus de 80% des Ukrainiens qui ont, je le répète toujours, parmi leurs proches, leurs familles, leurs amis intimes, quelqu'un qui a été tué ou qui a été mutilé de manière terrible. Donc, je veux dire, c'est la guerre disons que c'est la réalité de la guerre de 14 en France, je veux dire, avec chaque famille atteinte, que l'on voit effectivement transposer en Ukraine, avec en plus les traumatismes sur les civils, sur les enfants qui sont précocement mûris, parce qu'à 5 ans ou à 6 ans, ils perçoivent parfaitement non seulement la présence de la mort qui peut tomber sur eux, et qui malheureusement tombe parfois sur eux, et puis la réalité de leur vie, de leur orphelinat, parce que énormément ont perdu leur père, ou leur mère, ou les deux, ou leur frère, ou leur sœur, enfin bon, donc on a ce traumatisme, et derrière une volonté intacte. Il y a eu un sondage qui est paru, 83% des Ukrainiens disent il n'est pas question que nous cédions à des prétendus accords de paix. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et ce que j'ai trouvé par rapport aux autres fois où j'y étais, notamment l'année dernière, plusieurs fois j'y étais, c'est que vous aviez une confiance accrue. Alors pas une confiance accrue dans les alliés, je dois le dire, pas une confiance accrue, encore moins dans les États-Unis. Là, je veux dire, les Ukrainiens, alors, on fait une croix sur les États-Unis, c'est aujourd'hui parfaitement évident, mais une confiance en eux-mêmes. Et ils se disent, mais nous allons nous-mêmes y arriver. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu dans la bouche de très hauts responsables du ministère de la Défense quand j'y étais retourné en 2023, et qui me disaient, mais nous allons conquérir notre autonomie stratégique. Parce que nous avons les moyens de faire face à l'ennemi, nous avons les moyens. Donc vous aviez, et ça j'ai perçu encore plus que les autres fois en 2024, cette confiance retrouvée d'une certaine manière. Sur la confiance dans la guerre générale, elle est fondamentale. En fait, ce que vous dites, ça traduit l'importance de la force morale. En fait, c'est pas tellement le nombre de matériel que l'on a, c'est la volonté de se battre. Ce qui manque aux Européens pour l'instant. Et lorsque je dis qu'il faut que les Européens renouent avec la puissance, ça veut dire renouer avec la détermination et la volonté de défendre ce qui nous est cher, quel qu'en soit le prix. Et lorsqu'on projette cette détermination, on dissuade les adversaires potentiels de venir contester ou attaquer ceux qui nous est cher. Maintenant, il faut quand même bien voir que les Ukrainiens
40 millions d'habitants, 37 millions d'habitants aujourd'hui, résiste depuis 3 ans à une des 5 puissances nucléaires du monde, quoi. Donc moi, je trouve que ce conflit dramatique a illustré la faiblesse de la Russie. Un État de 143 millions d'habitants, doté d'une immense armée et de capacités dans tous les domaines, qui n'est pas capable de subjuguer un État beaucoup plus petit, 4 fois plus petit, et 10 fois moins riche, bon, ben, moi, ça ne me fait pas peur. Enfin, je veux dire, les Russes ne sont pas dans une situation très, très avantageuse. Pour moi, Poutine, il a eu plusieurs échecs stratégiques. Il voulait repousser l'OTAN. Aujourd'hui, il a 2500 km de frontières supplémentaires avec l'OTAN. Il voulait... avec l'entrée des pays du Nord. Exactement. Il voulait faire disparaître la nation ukrainienne. Elle est plus soudée que jamais. Il espérait casser le bloc occidental. Alors le bloc occidental s'est certes cassé en deux, les Américains suivent leur route, mais les Européens sont plus unis que jamais. Et ça lui fait peur. Parce qu'à chaque fois que les chefs d'État ou les Européens affichent leur détermination, notamment sous l'impulsion du président Macron et du Premier ministre Keir Starmer, à chaque fois, quand vous avez 30 chefs d'état-major qui planifient des options de garantie de sécurité, eh bien, Poutine réagit en brandissant la menace nucléaire. Et donc, ça veut dire qu'il est gêné, que ça lui pose un problème. Donc, bien évidemment, les Ukrainiens analysent également tout cela et ils ont raison d'être déterminés et confiants, mais confiants en eux-mêmes. Des Européens unis dans la guerre avec les troublions qu'on connaît, et notamment les Hongrois, qui vont donc, Nicolas, qui ont rendez-vous, alors techniquement avec Donald Trump, à la fin du mois de juin à La Haye, aux Pays-Bas, quoique il menace à nouveau de ne pas venir si les Européens ne mettent pas la main à la poche comme ils le souhaitent. Sur une ligne de crête, à nouveau, ces Européens, parce que d'accord, ils veulent avoir leur propre indépendance, mais sans les Américains et sans l'OTAN, c'est pas possible. C'est pas possible dans l'immédiat, mais enfin, je crois qu'il y a effectivement un moment où il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, aujourd'hui, on a des Américains qui sont dans l'OTAN, mais qui y sont en quelque sorte, je dirais, à moitié. Alors, je vais le dire comme clairement, ils ont raison quand ils disent depuis longtemps, et c'est pas uniquement Trump, c'était déjà Obama, Biden. La contribution européenne n'est pas suffisante. Il faut que l'augmentation, je veux dire, il faut absolument aujourd'hui, vu le danger russe en particulier, c'est pas le seul, passer à 5% du PIB consacré à la défense. Je veux dire, il faut que ce soit nos objectifs. Je connais les difficultés budgétaires en France notamment, mais il y a un moment, je dirais, où la défense de nous-mêmes, je dirais, passe avant toute autre considération. Il faut que ce soit une priorité absolue. Deuxièmement, effectivement, on ne sait pas si les Américains vont rester ou non. Je pense qu'ils vont rester formellement dans l'OTAN. Est-ce qu'ils vont continuer à y contribuer? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont bloquer la machine? Je crois que c'est tout à fait possible. Déjà, rappelez-vous, les Américains et les Allemands ont bloqué lors du sommet de Vilnius, ça a été confirmé à Washington, et j'étais au sommet de Vilnius, où ils ont bloqué la perspective, avec un temps défini, d'un plan d'adhésion, ce qu'on appelle un Membership Action Plan, de l'Ukraine. Je veux dire, et ils ont bloqué. Donc il y a un certain moment où les Américains risquent d'être effectivement un facteur de perturbation. Et donc par rapport à cela, et c'est d'ailleurs ce que dit en substance Friedrich Merz, il faut peut-être créer autre chose. Alors après, il y a plein de formules, on appelle ça pilier européen de l'OTAN, c'est très compliqué. Il faudra renforcer la défense et la sécurité européenne, avec d'ailleurs peut-être l'Ukraine, même si l'Ukraine est bloquée dans son adhésion par les Américains, ou peut-être d'autres pays, il faudra trouver un moyen d'intégrer l'armée ukrainienne. Mais en tout cas, je pense qu'il faut à un certain moment sortir effectivement du jeu. L'OTAN, c'est très bien, moi je suis un grand défenseur de l'OTAN, mais si l'OTAN dysfonctionne et est bloqué, il faut trouver absolument autre chose. On va créer un autre machin pour reprendre... Déjà, moi je pense qu'il est important de bien faire la différence entre... Parce qu'on emploie des mots, mais avec une certaine confusion dans leur sens. Quand nous, les Européens, nous parlons d'OTAN, nous voyons toujours les Américains derrière l'OTAN. Mais l'OTAN, il faut le voir comme un commandement, c'est une organisation, c'est un commandement permanent pour que l'Alliance Atlantique, la réunion de ces 32 pays signataires, puisse planifier et conduire des opérations militaires, après avoir pris des décisions ensemble. L'OTAN dont le siège est en Europe, faut-il le rappeler? Oui, le siège est à Bruxelles. Mais les Américains, pour avoir vécu aux États-Unis dans le seul commandement stratégique sur le sol américain, commandement stratégique de l'OTAN sur le sol américain, et avoir interagi avec les autorités qui traitaient de OTAN-Europe à Washington, je me suis rendu compte à quel point, en fait, ils connaissent très peu l'OTAN et ils n'y ont pas du tout le même intérêt que nous. Pour les Européens, l'OTAN, c'est important parce que c'est notre outil principal de défense collective et c'est plus grand que chacun des pays européens. Donc,
grâce à cela, nous sommes capables de défendre nos intérêts, de répondre à une crise internationale, et nous retrouvons de la masse quand un pays tout seul n'a pas les capacités. Pour les Américains, l'OTAN, c'est quelque chose de petit. Parce que l'outil de défense américain, il est absolument mondial. Ils ont un commandement stratégique militaire par continent. Et ils en ont un également en Europe, qui s'appelle le commandement américain, des forces américaines en Europe. Il se trouve que le général qui commande ces forces américaines en Europe est aussi le commandant militaire des forces de l'OTAN, enfin des forces dans le cadre de l'OTAN qui lui serait confié. Mais pour lui, c'est un deuxième job. Il est à double casquette et le temps qu'il consacre à cette fonction, c'est au mieux 1 jour par semaine. C'est ça la réalité. Donc les Américains n'ont pas besoin de l'OTAN, y compris pour faire la guerre en Europe. Et vu des Américains, et j'ai servi au milieu des forces américaines en opération, ils ne connaissent pas l'OTAN, ils ne connaissent pas la doctrine de l'OTAN, et pour eux, l'OTAN, c'est le rassemblement des autres, c'est le rassemblement des Européens. Alors certes, ils participent à l'OTAN, à notre demande, ils le commandent à notre demande, mais voilà, depuis la fin de la guerre des Balkans, depuis le Kosovo, ils ont dit plus jamais on ne mettra nos forces complètement sous le commandement de l'OTAN, même si c'est nous qui militairement commandons l'OTAN, mais au niveau politique, ce sont 32 nations qui vont donner des orientations politiques, et ils garderont toujours leurs forces militaires sous un commandement national américain, commandement militaire américain et président des États-Unis, et éventuellement ils feront des choses à côté de l'OTAN, qui pour eux est le rassemblement des Européens. Donc en fait, nous Européens, nous devons nous réapproprier cette OTAN et arrêter de penser que c'est la chose des Américains. Nous devons nous y investir davantage, donc prendre plus de responsabilités. Par ailleurs, développer nos capacités militaires, mais ces capacités militaires, elles doivent être nationales, parce que l'OTAN n'a pas d'armée. Les armées appartiennent au pays. Et puis, en même temps que nous faisons ça, donc que nous renforçons notre investissement, que nous développons ce pilier européen au sein de l'OTAN, nous devons également développer des capacités d'appréciation de situation et de décision qui soient proprement autonomes dans un cadre européen. Mais ça prendra plus de temps, donc il faut mener ces efforts en parallèle. Dans un premier temps, nous investir davantage dans l'OTAN, être prêt à compenser un désengagement prévisible des Américains, et puis par ailleurs construire un système qui soit plus solide pour que nous ayons une défense européenne véritablement stratégique. Oui, d'un mot, pour ce que vous dites, c'est que dans la conception américaine de l'OTAN, y renoncer, se désengager, y être à moitié, ça ne leur coûtera pas grand-chose. Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de sortir de l'OTAN parce que l'article 5 ne donne aucune obligation au pays. Contrairement à ce que l'on pense. Si nous sommes attaqués, bien ils pourront exprimer leur solidarité. Celui dont on dit qu'automatiquement il implique une... Ouais. L'automaticité est dans l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Cette clause de solidarité où là les États sont obligés d'utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris militaires, pour porter assistance aux pays attaqués. Sauf que pour conclure, Nicolas Tencer, le temps de l'OTAN, le temps des stratégies, le temps que les Européens mettent en place leur réponse commune n'est pas le temps de la guerre. Et pendant ce temps, vous l'avez rappelé à l'instant, la réalité de la guerre. On avait encore des images ce matin de Vladimir Poutine à Koursk. Le temps de la guerre, c'est celui de la réalité. Et c'est les bombardements permanents, quotidiens, et des vies perdues sur le front. Encore une fois, et c'est là où on a un test pour l'Europe, c'est-à-dire est-ce que nous allons être capables d'imposer par exemple une zone de non-survol? Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et je veux dire, la question par exemple, vous savez, de la coalition des volontaires, de l'envoi des troupes, aujourd'hui c'est pas dans la perspective d'un éventuel accord de paix. D'ailleurs, quand pour la première fois Emmanuel Macron l'a exprimé le 26 février 2024, il ne conditionnait pas cela à un accord de paix. Et je pense que c'est aujourd'hui, il va falloir d'abord protéger. Et deuxièmement, je pense qu'il est très dangereux par rapport aussi à ce devoir que rappelait Jean-Marc Vigeland aussi de nous muscler, de faire très attention à une chose. Si vous avez demain un accord de paix, de fausse paix, parce que Poutine ne veut pas la paix, c'est-à-dire ce sera en fait les va-t-en-paix aujourd'hui, ce sont les vrais va-t-en-guerre de demain, ils préparent la guerre de demain. Mais vous avez un accord de fausse paix, qu'est-ce que vont faire les Européens et les opinions publiques européennes? Elles vont dire, mais attendez, on a un accord de paix avec la Russie. Pourquoi est-ce que vous voulez augmenter notre effort de défense? Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à aider l'Ukraine? Et donc vous risquez d'endormir en quelque sorte les opinions et de ne pas voir que cette menace elle est toujours présente. Donc c'est pour ça que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut agir. Je crois qu'on devra un test. Vous savez, on a eu ces menaces de sanctions proférées par Emmanuel Macron, Keir Starmer, etc. Maintenant, ces sanctions, il faut aller jusqu'au bout, mais il faut aller jusqu'au bout aussi de la défense, dans les défenses des Ukrainiens. Les va-t-en-paix d'aujourd'hui sont les va-t-en-guerre de demain, vous êtes d'accord avec ça? Absolument, absolument. C'est l'avenir. La meilleure façon de prévenir une guerre, c'est d'être absolument prêt à la mener. Et quand l'adversaire voit ça, eh bien, il ne fait pas la guerre.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Nicolas Tencer, on vous lit dans Fin de la politique des grandes puissances, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Général Jean-Marc Vigilant, ancien directeur de l'école de guerre et président de Eurodéfense. Une émission à revoir en replay, écoutez en podcast si le cœur vous en dit. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.